Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à ceux qui sont dans cette salle avec nous à Paris, mais bonsoir également à ceux qui sont un petit peu partout dans le monde. D'après mes informations, il y a quelques 35 ou 40 pays qui sont à notre écoute et qui nous regardent et qui vous regardent surtout, les deux écrivaines qui sont réunies ici. Je suis ravi de cette rencontre parce que c'est aussi l'occasion pour les deux autrices qui sont à mes côtés de faire connaissance. Elles ne se connaissaient pas avant, il y a un quart d'heure, une demi-heure, donc elles vont faire connaissance en même temps que nous allons leur poser des questions. L'idée de la soirée, c'était de réunir des auteurs qui s'expriment en français. Ça, c'est le principe général des rencontres que nous faisons à l'Alliance française. Et c'est le cas ce soir, mais c'est le cas un petit peu particulier en ce sens que les deux autrices qui sont avec moi ont l'une et l'autre écrit dans une langue, le vietnamien pour l'une, l'anglais pour l'autre, et pour ce dernier livre publié, elles ont choisi de le faire en français. On va essentiellement les interroger sur cette venue à la langue française et bien évidemment sur le contenu de leurs livres. Je commence avec Lucie Mouchita, qui est née en Rhodésie, alors Rhodésie, aujourd'hui Zimbabwe, pays qui a connu un apartheid particulièrement dur, un pays où la minorité était encore plus minoritaire que dans d'autres pays, et donc peut-être l'apartheid était aussi encore plus dur que dans les pays voisins. Lucie est venue en France en 1986. Elle a vécu entre la France, les États-Unis, aujourd'hui entre l'Australie et la France. Elle a publié un premier roman en anglais, Shinongwa, en 2008. Ça a été traduit en français en 2012. L'histoire d'une petite fille qui a été vendue par sa famille parce que la famille était très, très pauvre. Et ce livre était un roman donc écrit en anglais. Et tout récemment, elle vient de publier un autre livre qui s'intitule Expat Blues. Et ce livre est un recueil de textes courts qui ont trait pour l'essentiel au problème du racisme quotidien, des micro-agressions. Le mot micro est à mettre avec beaucoup de guillemets. Et à ses côtés, Thuan est né au Vietnam, à Hanoï en 1967. Je me permets de préciser la date parce qu'on peut la trouver un petit peu partout, mais aussi pour situer par rapport aux événements du Vietnam, ça me paraît important de citer cette date. Thuan a fait ses études en partie en Russie, puis est venue en France pour sa part en 1992. Elle est l'autrice de nombreux livres. Sept livres ont été écrits en vietnamien et traduits en français. Le premier d'entre eux s'intitulait Chinatown, et publié en 2009. Et le tout dernier s'intitule Le Parc aux roseaux. Il a été publié l'an dernier. Et le livre dont nous allons beaucoup parler aujourd'hui, c'est un livre qui est donc écrit directement en français et qui s'intitule B-52 ou Celle qui aimait Tolstoï. On verra par la suite pourquoi ce titre peut être un petit peu énigmatique au départ. Peut-être ma première question, tout simplement pour faire connaissance, écrire en français, je voudrais poser une question qui a été posée par un écrivain. La question est la suivante. Les écrivains francophones s'interrogent beaucoup. Faut-il écrire? Quoi? Pour qui? Dans quelle langue? Les questions que je viens de poser ont été posées par Boualem Sansal. Il me semblait important aussi de citer le nom de cet écrivain aujourd'hui dans le cadre d'une rencontre. J'essaye de le faire à chaque fois, c'est très peu, c'est minuscule, mais le silence est pire. À l'une et à l'autre, je voudrais donc poser cette première question. Je commence avec vous, Thuan. La langue française et vous, la France et vous, c'est venu comment? Quels liens ont été créés? On connaît les liens historiques, mais vos liens personnels? Le français me présente pour moi beaucoup de choses. Tout d'abord, c'est une langue de liberté. Parce que lorsque j'écris en français, j'oublie la censure. J'oublie la police culturelle. Parce qu'au Vietnam, pour obtenir l'autorisation de publication, c'est très, très compliqué. Et la plupart de mes livres étaient censurés ou sinon retirés du marché. Voilà, donc... et puis... le français, c'est une très belle langue. C'est la langue de tous mes auteurs préférés qui
qui m'ont donné, qui continuent de me donner de l'inspiration, qui ont fait de moi une écrivaine. Pendant très longtemps, la littérature française était ma seule nourriture spirituelle, mon bon oxygène et mon havre de paix pendant un Vietnam dur et pur de l'après-guerre. Imaginez-vous, jusqu'à maintenant, peut-être un peu moins, mais la littérature vietnamienne a utilisé comme l'arme du parti communiste du Vietnam. Donc, les écrivains doivent écrire pour... voilà, c'est une sorte de propagande. Voilà, donc, j'avais beaucoup de chance parce que mon père était un francophone et un francophile. C'est lui qui m'a fait découvrir le français et la littérature française. Il a dépensé, je crois, la plupart de ses revenus pour faire venir un professeur de français pour nous donner, à moi et ma sœur, des cours de français très jeunes. Et il a acheté aussi, c'est lui qui a aussi acheté tous la bibliothèque de littérature française. Donc voilà. Vous rendez hommage à ce père d'ailleurs par deux fois dans vos deux livres. Le dernier, dès les premières pages, vous parlez de ce père qui vous salue dans le parc des roseaux et qui vous dit « Comment vas-tu ?» et il le dit en français. Et dans l'autre livre, vous évoquez aussi une conversation avec votre père au téléphone et vous dites qu'il parle en français avec un accent marseillais. Alors, c'est l'héroïne qui parle, mais j'imagine que ça ressemble beaucoup à la réalité, non? Oui, un petit peu, oui. Mon père, très jeune, je crois à 17 ans, il s'engageait du côté du Viet Minh pour combattre avec l'armée française. C'est juste là, à l'époque, c'est comme ça, vous voyez. Mais il fait toujours la différence entre la France coloniale et la culture française. Et avec moi, c'était... Voilà, tout est clair. Parce que tandis, à l'époque, lorsque j'étais jeune, le français et la culture française étaient très, très mal vus. Après, avec la colonisation française, donc avec le nouveau régime, c'était très mal vu. À l'école, notre première langue étrangère, c'est le russe. Voilà. Et voilà, donc c'est grâce à mon père que j'ai... Voilà. Et même j'ai lu non seulement les auteurs en français, mais aussi les auteurs étrangers traduits en français. Vous voyez, par exemple, Tolstoï. J'ai découvert Tolstoï et, par exemple, d'autres auteurs russes, Turgenev, Tchekhov ou Dostoïevski, aussi dans la version française. Lucie, alors... Itinéraire totalement différent. Vous êtes né dans un pays qui est anglophone, où on parle le shona, on parle le ndébélé, on parle 14 autres langues qui sont elles aussi des langues officielles. Donc la culture française est plutôt éloignée. Comment est-elle venue jusqu'à vous et par quel biais? Par le biais de la littérature, par d'autres biais? Le français et vous? En fait, ce n'était pas si éloigné que ça, parce que comme on était colonisé par les Anglais, la première langue étrangère dans pratiquement tous les pays que les Anglais ont colonisé, c'était le français. Qui fait que ma grande sœur et mon grand frère, ils ont fait français à l'école. Et moi, quand j'ai commencé à aller à l'école, je dis à mes parents, mais qu'est-ce qu'ils font avec le latin et le français? Donc j'ai refusé
de faire le français. Parce que c'était bizarre que même des Noirs, on était obligés d'apprendre le français, mais en même temps, ça ne servait à rien parce qu'en fait, c'est parce que tous les enfants blancs faisaient du français langue étrangère. Parce qu'avant la guerre, c'était latin, allemand et français. Et parce que la famille royale a toujours eu, je crois que les reines de France jusqu'au XVe siècle, c'était des femmes françaises. Donc, tous les enfants anglais, ou tous les rois français parlaient français. Il y en avait qui ne parlaient même pas anglais. Donc, de cette tradition-là, et la famille royale, je ne sais pas si vous avez écouté la reine Elisabeth, même Charles, il parlait un français impeccable. Donc, partout où on a colonisé, la première langue étrangère, c'était le français. Et c'est aussi la langue des diplomates. Et moi, je refuse de le faire. Donc, je dis que si je ne parlais pas un mot, je savais dire mon âge, je m'appelle Lucie, je suis comptable et j'ai 25 ans. Ça n'aidait pas beaucoup à avoir un café ou des choses comme ça. Donc, je me suis trouvée vraiment mal. Et puis, je vais aux États-Unis pendant presque 3 ans. C'est là où j'ai fait des cours de français. Donc, quand je suis revenue, j'étais très, très contente. Je commençais à comprendre qu'est-ce qu'était Makalaga, la pub et tout ça. Et puis, c'était l'époque de Bernard Pivot à la télé. Et là, je ne sais pas, dans la rue, je ne comprenais pas trop les gens et des accents, je ne comprenais pas trop. Mais quand j'ai écouté Bernard Pivot avec tous ces gens qui étaient très érudits, qui parlaient en français très, très bien, que j'ai appris, moi. Parce que des fois, dans la rue, on disait, ça va ou t'es où? Et je ne savais pas ce que c'était où. Mais vous êtes où? Oh, bonsoir madame, chez Bernard Pivot. C'était un autre français que je comprenais. Et j'ai rêvé de pouvoir parler français comme ça. Et je crois que c'est la première fois. Et puis j'ai découvert aussi qu'il y avait une relation plus proche de ma langue maternelle Shona et le français que ma langue maternelle et l'anglais. Par exemple, les Français qui venaient au Zimbabwe, quand ils parlaient Shona, on comprenait ce qu'ils disaient, même quand ils lisaient. Mais les Anglais qui lisaient le Shona, on ne comprenait pas trop ce qu'ils disaient. Donc, c'était une question d'accent ou je ne sais pas quoi. Donc, là, j'en ai rêvé, mais je n'aurais jamais osé parce que j'avais peur. Mais j'ai vraiment très, très bien aimé. Et puis, quand je commençais à lire en français, je me disais toujours, mais je n'osais pas le dire à haute voix. Donc, c'était comme si le rêve que j'ai eu, finalement, de le mettre en réalité. Donc on a vu comment vous êtes l'une et l'autre venues à la langue française d'une certaine façon, d'un refus dans un premier temps ou une acceptation dans l'autre cas. Le fait de venir à l'écriture cette fois-ci, vous avez toute une œuvre qui a précédé en vietnamien, donc on a bien compris que le français représentait la liberté, et de là à l'écrire, le fait de choisir la langue française pour ce livre-ci, pourquoi ? Ça fait 34 ans que je suis en France. Vous voyez, le français est devenu ma langue de quotidien. Donc, je pense que c'est plutôt le contraire. Si on continue à refuser le français, ça, c'est le problème. Je pense qu'écrire en français, pour moi, c'est un besoin tout à fait naturel. Vous voyez, ça. Et puis, je continue à écrire aussi en vietnamien. Parce que le vietnamien et le français sont deux langues très éloignées. Il n'y a rien à voir entre eux. Mais elles possèdent chacune sa beauté. Et voilà, donc je suis là pour... Le choix des sujets se fait en fonction de la langue. Ou si vous dites que vous continuez à écrire en vietnamien, vous avez écrit ce livre en français. Plus tard, je vais écrire. J'écris après la version française, je l'écris aussi en vietnamien.
J'ai envoyé mes éditeurs vietnamiens, mais ils n'ont pas encore obtenu l'autorisation de publication. C'est une traduction très fidèle, c'est une traduction Non, avec pas du une tout. adaptation. Non, pas du tout. Je pense que je garde l'essentiel, vous voyez, de l'histoire, et puis je fais comme ça, tout à fait libre, parce que c'est très différent les deux langues. Vous voyez, le vietnamien, c'est une langue très flexible. Il n'y a même pas de conjugaison, vous voyez. Tandis que le français, c'est le contraire. C'est très logique. Si vous lisez Marcel Proust, c'est mon auteur préféré, on voit que rien que pour le passé, on a une dizaine. Voilà, on en a une dizaine. Donc, c'est tout à fait différent. C'est deux parcours très différents. Mais voilà, donc je crois que ces deux langues se complètent en moi. Et voilà. Lucie, le fait de changer de langue, là, donc ce premier roman qui se passait au Zimbabwe écrit en anglais, et puis là, ces courts instants racontés qui se sont passés un petit peu partout dans le monde, le choix de l'écrire en français, ça a été une décision récente, ça a été mûri pendant longtemps. Comment ça s'est passé? Je crois que c'était un accident. C'est le Covid. Parce que je rentre de Sydney au mois de novembre, décembre, je crois, en 2020. Et le moment qu'on arrive ici, c'était la période qu'on ne pouvait pas aller plus d'1 kilomètre de chez soi. Donc, je ne pouvais pas voir des amis. Et il y a une amie qui dit, donc on se téléphone, qu'est-ce qu'on fait? Donc on dit, on pouvait écrire. Donc il y a quelque chose qui s'appelle NaNoWriMo en anglais, donc National November Writing Month. Ça vient des États-Unis, ça a 99, je crois que ça a commencé. C'était fait pour des gens qui disent j'aimerais bien être écrivain ou qui s'y croient écrivain mais qui n'osent pas, qui écrivent en cachette. Donc l'exercice, c'est de commencer du 1er novembre au 30 novembre. Donc on trouve des amis, on se met d'accord combien de mots qu'on doit écrire par jour. Donc nous, on avait décidé 1500. Et pour moi, je n'étais pas vraiment sûre de ce que je voulais écrire, mais ça allait très bien pour les anecdotes que j'avais dans ma tête, que j'avais écrit plus ou moins en anglais. Il y en avait que j'avais écrit en anglais parce que de temps en temps, quand je me promenais, je me trouvais en train de jouer dans une pièce de théâtre qui n'a pas de script, un petit peu Shakespeare, un peu tragique, un peu tragédie, un peu comique. Je rentrais chez moi et puis j'aurais dû dire ça, j'aurais dit pourquoi elle m'a dit ça et tout ça. Donc 1500 mots, c'était exactement ce qu'il fallait. Donc c'est pour ça. Et puis aussi c'était des petites anecdotes que écrire en anglais, ça m'aurait demandé de traduire et déjà peut-être des choses intraduisables. Parce que c'est très, très frontière, Expat Blues. Parce que, par exemple, je vais prendre l'exemple de le numéro 3, où je vais acheter du fromage. Déjà, c'est frontière parce qu'il y a qu'en France où tu vas acheter du fromage et il y a, je ne sais pas, 50 fromages différents. Donc, si je l'écris en anglais pour dire je suis allé acheter du fromage, parce que l'histoire, c'est que je vais acheter du fromage. La dame qui me vend du fromage me connaît mieux que moi, je me connais moi. Elle sait quel fromage que je dois acheter. Donc, et moi, je lui demandais de Beaufort. Ça ne le convenait pas. Donc, je lui demande de me donner un petit peu plus. Vous voyez, elle avait un énorme couteau. Donc, je dis un peu plus. Elle ne bougeait pratiquement pas. Et je dis un peu plus. Et plus, oui, plus. Plus, oui. Elle ne bougeait pas. Donc, on a fait 3-4 échanges. Et puis, j'étais tellement désespérée. Je dis, mais madame, je demande. Et puis il m'a dit, est-ce que vous avez vu le prix? Donc elle me montre le prix. Et moi, je n'ai pas compris.
tout de suite. Donc, c'est là que je dis, j'ai du monde. Donc, après, elle me dit, bon, comme vous voulez. Mais elle m'a pas donné ce que je voulais, mais elle m'a donné un petit peu comme. Donc, j'achète. Et puis, après, elle me dit, bah, c'est un fromage très cher, mais c'est un fromage noble, madame. Donc, comment est-ce que tu peux écrire ça en anglais? Parce que personne ne va voir la différence entre un camembert et le fromage noble qui est le Beaufort. Et moi, qui est en train, mais madame, j'ai du monde, je suis en train de supplier de me vendre le fromage. C'est après, quand je rentre chez moi, je me dis, mais pourquoi j'ai resté là? J'aurais dû partir, même au supermarché, acheter. Mais sur le moment, je voulais ma fromage. Et les Français vont comprendre la différence entre le camembert et le petit chevron, ou je ne sais pas, un petit fromage pas trop cher qui me convenait pour elle. Donc, c'est pour ça aussi. Et puis, il fallait que je dise ce que la autre personne. Je dis ça, je dirais à madame. Comment est-ce que je traduis ça, moi? Donc, c'est tous ces petits détails que vous avez C'est souhaité des dire petits détails directement qui font que c'était presque obligatoire que je l'écrive en en français. français. Alors, on va voir justement vos deux livres. Je commence là avec le vôtre, Tuan. B52 ou Celle qui aimait Tolstoï. Alors, le livre est un petit peu, le titre est un petit peu énigmatique au départ, mais on va vite le comprendre. On est en décembre 72, au début du livre, au Vietnam. Il y a la campagne américaine de bombardement très, très violente, très meurtrière, mais aussi il y a beaucoup d'avions qui sont abattus et de pilotes qui sont faits prisonniers. Le plus célèbre, vous l'évoquez d'ailleurs, il a été abattu son avion a été abattu en 1967. C'est John McCain qui a eu ensuite une carrière politique importante aux États-Unis. La narratrice de votre roman, c'est une jeune femme qui est revenue de Russie, comme vous, et elle est chargée de l'accueil, de soigner les prisonniers américains dans l'hôpital vietnamien. Et elle a devant elle un prisonnier qui va se prénommer Andrei et qui va se nommer Bolkonski. Alors, peut-être certains d'entre vous ont immédiatement fait la référence. Moi, j'avoue que ça m'avait un petit peu échappé s'il n'y avait pas eu la 4e de couverture. Mais Andrei Bolkonski, c'est le héros de Guerre et paix de Tolstoï. D'où le titre qui tout d'un coup trouve son explication. Si vous deviez nous décrire, nous faire un petit portrait de votre narratrice, qui est-elle, cette jeune femme, et dans quel état d'esprit est-elle quand on est au début du roman? Peut-être il faut préciser un peu, il faut vous raconter l'histoire moderne du Vietnam. Vous voyez, après le départ des Français en 1954, et puis après les accords de Genève, le Vietnam a été divisé en deux, le Nord et le Sud. Le Nord supporté par l'Union soviétique et le Sud c'est par les Américains. Donc environ 15 ans après le début de la guerre du Vietnam, la Maison Blanche a décidé, une voix qu'il ne peut pas vaincre, le Nord, Hanoï. Donc, il voulait donner le dernier coup à Hanoï en déclarant de ramener le Nord-Vietnam à l'âge de pierre. Donc, avec ça, ils ont lancé la campagne Linebacker 2. Ils envoient tous les jours, pendant 12 jours, jour et nuit, ils envoient je crois, 300 B-52, le bombardier le plus puissant à l'époque, vers Hanoï, la capitale du Nord, et l'autre grande ville du Nord-Vietnam. Donc, la narratrice, c'est une jeune femme qui a fait la faculté de médecine à Leningrad, en Russie. Et diplômée, elle rentre
Elle rentre à Hanoï, sa ville natale, et là, elle se voit confiée par la prison centrale de Hanoï un devoir, une mission très particulière, c'est de soigner un prisonnier, un officier américain dont l'avion a été abattu à Hanoï. Et celui-ci s'appelle André Bolkonski. Tout par hasard, elle, c'est une admiratrice de Tolstoï. Et voilà, donc tous les jours, 1 heure, tous les matins, elle vient à la prison pour lui donner des soins et aussi pour lui donner, parce qu'il était tout triste, et puis donc pour lui donner quelques pages qu'elle a arrachées du roman Guerre et paix qu'elle avait acheté à Leningrad. Voilà, pendant toutes ces années passées à faire les études de médecine là-bas. Donc, entre les deux jeunes, l'amour a été né et malgré le bombardement de B-52, malgré la surveillance très étroite du Parti communiste, parce que, vous voyez, c'était... pourquoi il a été choisi par la direction de la prison centrale? Parce qu'elle ne parle aucun mot en anglais. Parce qu'il ne faut pas les deux qu'ils puissent se communiquer, qu'ils se parlent. Voilà, donc voilà. Mais ils ne savent pas que le jeune homme, le jeune américain parle aussi. Il est américain, mais il est d'origine russe, donc il est russophone. Donc tous les deux, ils ont parlé en russe. Ils peuvent discuter de Tolstoï. Voilà, donc finalement, au bout de quelques mois, la Maison-Blanche, le gouvernement américain, était obligé de signer les accords de Paris pour mettre fin à la guerre du Vietnam. Donc, juste après les accords, le jeune homme sera libéré et il rentre aux États-Unis où il commence sa carrière politicien. Voilà. Et la jeune femme, la jeune médecin, au bout de quelques années, elle a obtenu une bourse pour faire un stage dans un hôpital en banlieue parisienne. Donc, elle se trouve là, mais elle travaille dans un hôpital à Paris, mais elle est toujours intéressée, attirée par le milieu carcéral. Vous voyez, les prisons, voilà. Donc, elle travaille comme bénévole dans une prison en banlieue parisienne où elle a fait connaissance avec une certaine prisonnière d'origine russe. Donc, n'en racontez voilà. pas plus, parce que sinon vous allez gâcher la lecture d'une certaine façon. Cette jeune femme, quand même, une fois qu'elle va venir à Paris, elle va avoir énormément d'amants. Elle va avoir plusieurs amants qui sont très interchangeables. Vous dites volontiers qu'elle pense à Miloš, qui est yougoslave et qui étudie le violon à Moscou, mais elle pense à lui lorsqu'elle est dans les bras d'Andrei, et elle pense à Vin, qui ressemble à John Lennon, c'est vous qui dites ça, et quand elle est avec Philippe, qui est un spécialiste de la Chine. Donc elle cumule les amants pour oublier le premier. C'est ça. Je pense que elle est déçue de cette vie banale. Pour elle, la vie est trop banale. Donc, pour combler ce vide, elle passe son temps entre les amants. Qui sont très cosmopolites et dans des lieux très différents. C'est ça, oui. Lucie, alors, autre situation, on a compris que les 35-37... Oui, je crois que c'est 37. Bon, 37 scénettes qui ont tous trait au racisme. Comment
comment est né, vous nous l'avez expliqué, cette idée de transmettre cela, de le transmettre en français. Le choix de ces moments, comment ça s'est fait? Je ne crois pas que ça a été aussi... Déjà, c'était un exercice pour voir si je pourrais écrire en français, si ça va être quelque chose de compréhensible. Donc, il n'y avait pas de plans. J'écrivais, pendant que j'écrivais cette anecdote, il y en avait l'autre. Dans ma tête, je notais à côté, demain, je vais faire celui-là. C'était après que je me dis, c'est un peu n'importe quoi. Donc, j'ai mis chronologiquement. Mais au début, c'était vraiment ce qui vient dans ma tête. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais ils étaient tous là. Je crois que c'était... Sauf le dernier. Et c'est une amie, donc Nathalie Moalik, pour ne pas la nommer, qui est là aujourd'hui. À un moment, je disais, parce que j'avais été invitée à une exposition sur le Zimbabwe, ici à Paris. J'arrive, donc il y avait la sculpture qui était magnifique, mais vraiment magnifique. Et puis, il y avait des photos. Et les photos, c'était ce qu'on appelle en anglais poverty porn, la pornographie de la pauvreté. Et je ne reconnais pas vraiment le Zimbabwe l'expo, c'était le Zimbabwe d'aujourd'hui. Donc je me dis, c'est bizarre, même les habits. Donc après, j'ai regardé de plus près, c'était des photos qui étaient prises à l'indépendance, donc en 82. Et je crois que beaucoup des femmes qui étaient tenues par des blancs et des gens qui travaillaient qui n'étaient pratiquement pas payés. En général, c'était des immigrés qui venaient des Malawi. Donc, des gens qui étaient habillés vraiment pauvres. Et les enfants, et je me disais, les enfants d'aujourd'hui ne sont pas habillés comme ça. Donc, après, je regardais, je vois que c'était pas... Donc, j'ai parlé avec Nathalie en disant, oh là là, j'ai été à cette expo et je ne comprends pas pourquoi. Donc, je raconte l'histoire de cette journaliste qui travaillait pour RFI, qui était au Zimbabwe à l'époque de l'indépendance, qui me dit, parce que, bon, elle était amie, des amis, qui me dit un jour, est-ce que tu peux me ramener dans des bidonvilles? Donc, moi, je ne savais pas ce que c'était bidonville. Donc, c'est quoi? Elle me dit, où il y a les pauvres. Donc, je regarde dans le dictionnaire, Shantytown. Donc, je dis, en fait, ça n'existait pas ici. Non, il faut que je fasse un papier dessous, parce que mon chef, parce qu'elle voulait rester un petit peu plus au Zimbabwe, donc il fallait une excuse. Donc, il allait faire ce papier sur les bidonvilles. Donc, je lui dis, non, je ne vois pas pourquoi. Donc, je le ramène dans le township. Elle me dit, non, c'est pas assez pauvre. Donc, je dis, dans ce cas-là, je vais te ramener à la campagne. Et puis, elle me dit, ils sont pauvres. Je dis, oui, ils sont plutôt pauvres, plus pauvres que dans les villes. Elle me dit, est-ce qu'ils dorment dehors? Je dis, non, pourquoi ils dormiraient dehors? Et elle me dit, parce qu'il faut qu'ils soient vraiment... Il fait froid quand même, c'était l'hiver. Ils ne vont pas dormir dehors. Et puis, il me dit, mais il me faut. Donc, je lui dis, écoute, tu sais, tu peux m'interviewer, je suis assez pauvre. Et c'est là qu'il me regarde, il me dit, non, toi, quand je te regarde, tu es blanche. Tu n'es pas une noire. Et là, tu ne sais pas trop quoi dire, quoi. Donc, quand je dis ça, Nathalie me dit, il faut que tu l'écrives, il faut que je n'ai marre, je ne peux plus. Non, tu vas l'écrire. Donc, la dernière histoire, c'est elle qui m'a dit de l'écrire. Mais sinon, les autres, c'était vraiment, j'écris celui-là, ça me rappelle celui-là, j'écris celui-là, ça me rappelle celui-là, et puis après, je mets ordre chronologique. Et toutes ces histoires se passent absolument partout, avec des différences, mais elles sont finalement très, très faibles, très, très minimes. Le racisme est très partagé, avec des nuances. Il y a des nuances, mais c'est partagé. C'est pour ça que quand je parle, je dis, pour dire ce que du racisme, c'est peut-être un petit peu simple. Je crois que c'est plus l'ignorance et la peur de l'autre. Et puis, on va
pimenter ça avec les préjugés qu'on a déjà, et puis en France, on va pimenter ça avec la littérature qui a été écrite par les hommes blancs, en général les colonialistes, les esclavagistes, les images de la femme africaine, les images d'un Africain. Et tu vas au musée, il y a les peintures majorelles, les femmes d'Alger. Elles sont assises, elles dégoulinent la sexualité. Elles attendent que l'homme blanc vienne les ramener, je ne sais pas où, chez lui ou quoi que ce soit. Donc, il y a toute cette littérature qu'on a lue. Et même aujourd'hui, quand je regarde à la télé, Voyage dans la terre inconnue, on va chercher un tribu qui vit au fond de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, en Asie. Préférablement, si on est en Afrique où il fait chaud, les sans nous. Et puis, beaucoup de bijoux très, très colorés. Et là, on va passer une semaine, 2 semaines avec. Quand j'étais au début, quand on regarde des documents même français ou anglais, on disait, ils ont la voix de Dieu, le voix off. Ils n'ont jamais vu de blanc. Ils nous regardent, ils croient qu'ils ont très peur de nous. Ils regardent la voiture et ils ne réfléchissent pas beaucoup. C'est des grands enfants. Et en gros, ils sont très bêtes. Maintenant, le discours a changé. Ils ont tellement la vérité. Ils sont tellement sympas. Ils n'ont rien, mais ils partagent. On pouvait apprendre beaucoup. Et des fois, il y a des petites larmes qui coulent. Elle a accouché toute seule. C'est incroyable. On nous a accueillis tellement. Mais vraiment, vraiment, si on pouvait apprendre des autres, nous, qu'est-ce qu'on est méchant, qu'est-ce qu'on a le capitalisme. Mais il ne faut pas qu'on ramène le capitalisme parce qu'ils sont tellement purs. Donc, c'est le discours. Ça, c'est aujourd'hui. Donc, 3, la personne a regardé ça hier soir. Ils ont été au musée quand ils ont vu les femmes nues. Il y avait des temples de grands-pères qui sont dans la maison avec le colonialiste, avec d'autres jeunes filles qui sont nues avec ses mains sur les tétons. Et toi, tu sors. Et la personne, elle va voir l'Africaine qu'elle a vue en photo ou celle qui dansait, parce qu'il faut toujours danser à la fin. Il y a la musique. Donc, moi, je sors et la personne, moi, je suis une femme, et la personne, elle voit la femme noire dans un petit village ou, je ne sais pas, dans la forêt avec ses sons, mais elle est sympa. Donc, on me traite exactement comme on doit dire. Ah, qu'est-ce qu'elle a, la dame? Elle est malade aujourd'hui? Tu vas voir le médecin. Qu'est-ce qu'on a? Elle est malade? Non. J'entends très bien, on n'a pas besoin de créer. Et là, elle se fâche. Je ne sais pas pourquoi. C'était juste pour lui dire que même si je ne parle pas très bien français, je ne suis pas très concon et il ne faut pas me créer dessus. Mais c'est compliqué. Donc, c'est, comme on dit, miscommunication. On communique, mais on ne se comprend pas parce que ce que je vois et ce qu'elle voit, c'est pas pareil. Pas les mêmes. Voilà. Un mot sur, pour revenir à vos livres, sur chacune de vos titres et sur Tolstoï, qui est dans le titre B52, on a compris. Tolstoï. Vous avez choisi Tolstoï. Pourquoi Tolstoï? Votre personnage, ça aurait pu être, je ne sais pas, Raskolnikov, et on allait du côté de Dostoïevski. Je sais pas. Pourquoi Tolstoï? J'ai commencé à écrire ce livre juste au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et j'ai un peu hésité, parce que c'est un projet que je tenais depuis très très longtemps. J'hésitais, mais comme l'invasion, comme la guerre commençait, j'hésitais un peu. Je me suis dit, tiens, maintenant avec toute la russophobie, et je commence à
à parler de la Russie, mais finalement, j'ai décidé de le faire parce que c'était exactement ce que je fais avec mon père plutôt, fait avec fait la différence entre la culture française et la colonie française et la France coloniale. Et je fais la différence, je distingue Poutine et la Russie. Donc je me suis dit, tiens, c'est un test. Et je pense que, de tout mon cœur, je pense que la littérature va vaincre. Voilà. Donc finalement, le livre a très bien salué. Et dans aucun article, on critique voilà, parce que mon amour pour la Russie. J'ai passé 5 ans en Russie et c'est ma toute jeunesse. J'ai passé ma toute jeunesse là-bas. Je fais mes études supérieures là-bas. Je suis partie en Russie parce que après mon baccalauréat, j'étais sélectionnée par le gouvernement vietnamien pour envoyer faire les études en Russie, donc, où j'ai passé 5 ans pour faire les études de lettres. Voilà, et je tiens beaucoup à ce peuple. Voilà, et non seulement dans ce roman, mais dans la plupart de mes romans. Ça, c'est mon 10e roman. Dans tous mes romans, il y a toujours la Russie. Ma question, c'était pourquoi Tolstoï? Tolstoï, c'est guerre à la paix. Vous voyez, exact. Lorsqu'on parle de la guerre, il faut qu'on pense aussi à la paix. Voilà. Il y a 2 choses inséparables. Et, voilà. Et justement, c'est Tolstoï qui nous fait penser à ces 2 choses-là. Plus tard, vous allez ajouter Anna Karénine dans votre livre, qui va arriver aussi. Donc. Et si vous lisez Guerre et paix, vous serez étonné de voir que pendant la guerre napoléonienne, vous voyez, pendant la guerre, pendant que l'armée française occupait la Russie, dans les salons moscovites et à Saint-Pétersbourg, les gens, les Russes, continuaient à manger français, à parler français et à s'habiller à la parisienne. Donc, vous voyez, ils se battent dans le front, mais la culture est toujours là. Et Lucie, votre titre, là aussi, vous aimez bien renvoyer l'effet de miroir. Expat Blues, c'est pas tout à fait un hasard quand même. Non, c'est pas du tout un hasard. En fait, ce mot, je ne le connaissais pas parce que quand j'ai grandi dans l'apartheid, on a eu l'indépendance en 1980. Et donc, on a vécu dans un pays où il y avait des sanctions économiques internationales. Donc, il n'y avait personne qui venait chez nous, un petit peu comme on a fait pour l'Afrique du Sud. Qui fait qu'il n'y avait plus des ambassades, il y avait très, très peu. Donc, après 80, il y a eu tous ces gens qui ont débarqué et des ONG, des institutions internationales, les Nations Unies, UNICEF, UNESCO et tout ça. Et les gens qui travaillaient, c'était des jeunes gens en général et qu'on appelait des expats, qui avaient des 4x4, qui vivaient dans des grosses maisons avec des piscines, il y en avait qui ne voulaient même plus rentrer chez eux après le contrat. Et c'était la belle vie quelque part. Et donc moi j'ai regardé qu'est-ce que ça voulait dire expatrié, donc j'ai compris le dictionnaire, on dirait Oxford, Cambridge Dictionary, tous les dictionnaires que j'ai regardés, c'est quelqu'un qui quitte chez lui, chez elle, pour aller vivre dans un autre pays et de les apprendre Grèce, qu'ils vont revenir ou pas, mais on va aller voir ailleurs pour découvrir. Donc moi j'arrive en France. On me dit, tu fais quoi? Je dis, je suis un expat. Et il y avait une surprise, mais c'était gentil. Je crois qu'au début, il y a beaucoup de langage
qu'on ne voit pas, parce qu'on ne comprend pas, on a rien à se tenir. Au bout de 2 ans, j'avais compris qu'il y avait quelque chose qui ne passait pas très bien. Donc, je dis à une copine, mais pourquoi elle m'a regardé comme ça? Et l'amie, elle était très, très gentille. Elle a fait un peu de gymnastique pour m'expliquer que oui, en général, les expats. Mais elle n'a pas voulu me dire vraiment que c'était blanc. Et c'est là que je me suis dit, c'est vrai qu'au Zimbabwe, tous les expats, c'était tous des blancs. Et ça m'avait rappelé une soirée qu'on avait dit, il y avait un garçon, je ne sais pas, il avait bu un petit peu, il voulait embrasser une fille. On a dit, c'est qui ça? On a dit, c'est un expat. C'est quoi? Et puis on a dit, il est américain. OK. Donc, si il était noir, il était américain, bon, on pourrait le dire expat, mais au bout de lèvres quand même. Mais sinon, un expat, c'est quelqu'un du monde occidental, de la peau blanche, qui va dans le pays sous-développé. Mais un noir qui vient en Europe, même s'il est venu tout seul, même s'il travaille chez Shell ou pour les Nations Unies, pour je ne sais pas quoi, ah non, on ne l'appelle pas expat. Donc, j'ai choisi ça en disant, de point de mesure, soit tout le monde est expat, soit tout le monde n'est pas. Et depuis, il y a des gens, des Noirs, qui me disent, c'est vrai que moi, j'ai vécu à Londres, mais je n'ai jamais osé de me dire que je suis expat. Parce que c'est compris. Je crois que pas tout le monde, quand on est noir, on n'est pas expat. Vous dites aussi dans votre livre, je suis robuste, j'ai survécu à l'apartheid, je suis blindé. Ce qui veut dire qu'il y a tout de même une forme de hiérarchie entre l'apartheid que vous avez connu, ce que vous avez pu connaître au sud des États-Unis, ce que vous connaissez à Nancy ou à Paris ou à Sydney. Je crois que je n'aime pas mettre la hiérarchie pour dire aux États-Unis, c'est 3 sur 10, parce que comment est-ce qu'on mesure le degré de racisme ou le degré de la bêtise ou l'ignorance? Je crois que ça m'a aidé aussi quand j'ai écrit là pour comprendre d'où ça vient. Et c'est vrai que l'histoire, pour beaucoup. Donc, simplement, les grandes différences, je crois, entre la France et les États-Unis, c'est que en France, j'ai jamais eu peur pour ma vie. Aux États-Unis, il y a eu peut-être 5 fois que j'avais peur que quelqu'un va me tirer dessus. Et puis, pareil, quand on arrive, on ne comprend pas les signes. Je me rappelle des rentrées de Seattle, donc, parce qu'on vivait à Michigan. Donc, on réveillait les enfants, ils étaient petits très tôt le matin. Donc, à 4h, à 5h, on faisait la route jusqu'à qu'ils se réveillent à 9h ou 10h. On arrêtait pour le petit-déj. Et tous les 3 jours, on faisait un camping luxe, ça veut dire où il y avait des machines pour faire pour laver les habits, des choses comme ça. Donc, c'était un petit peu plus luxe. Et puis, il y avait piscine. C'était l'été. Donc, un jour, on arrive vers 18h. Et moi, je prends les enfants pour aller à la piscine. Mon époux aller mettre le tente. Donc, j'arrive, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'enfants dans la piscine. Donc, j'étais un petit peu angoissée parce qu'il fallait suivre les enfants. Et puis, j'avais un livre. Donc, j'ai lu un petit peu, j'avais vu qu'il n'y avait pas de danger, il y avait quelqu'un qui surveillait. Et puis, au bout de 10 minutes, il n'y avait plus personne. Et moi, qui dis, ça tombe bien. Les enfants mangent très tôt. C'est après, quand je suis rentrée, quelqu'un qui dit, mais qu'est-ce que vous faites au Montana? Et le lendemain, on a quitté ce camping. Il y avait un jeune homme,
cow-boy, il y avait le chapeau de cow-boy qui avait un revolver. Nous, on prenait de l'eau pour mettre dans la voiture avant de partir. Il est venu avec son revolver. Il était comme ça. Il n'a rien dit, mais il avait son revolver. Et on est parti. Et peut-être c'était 50 mètres ou 100 mètres avant de tourner. Les enfants dormaient derrière. Et j'ai écouté. Est-ce qu'il va tirer? Est-ce qu'il ne va pas tirer? En France, là, non. En général, on te dit des choses. En Australie aussi, à partir du moment qu'on ne te confond pas avec des aborigènes, ça passe. Mais si on croit qu'on est aborigène, ça peut être aussi sportif. Donc, il y a des nuances. Et puis, il y a des façons de dire. Et ici, en France, et puis il y a l'âge de la personne. Des vieilles mamies qui disent, oh, vous les Africains, on vous aime bien parce que vous aimez bien la danse et vous aimez bien le chant. C'est les Arabes. Ah, je ne supporte pas les Arabes. Et là, ok, mais ma mère, elle a l'air très, très gentille, très bien habillée. Un dimanche, elle a été à l'église, elle aime bien Dieu, et elle aime bien Jésus. Et puis, tu expliques, Jésus, il aime bien aussi des petits noirs. Bon, merci Jésus. Donc, c'est des petites différences comme ça. Tuan, les situations que vient de décrire Lucie, c'est pas le racisme qui est dans votre livre d'une façon première mise en avant, mais les stéréotypes sont très présents. Vous jouez de l'image de la femme asiatique ou de l'image de l'homme français. Vous aimez aussi renvoyer les miroirs sur ces sujets-là, renvoyer les stéréotypes. Vous les connaissez, vous les avez vécus vous aussi, non? Peut-être pas moi, mais je pense que oui, en regardant les... je pense qu'il y a une certaine... des images, vous voyez, des clichés sur la femme asiatique. On est soumise, on est gentille, on fait bien la cuisine. Voilà. Et je pense que... oui. Vous dites cette phrase tout de même, qu'y a-t-il de plus pitoyable qu'une femme seule en terre étrangère? Oui. La narratrice de mon dernier roman, je j'aimerais bien faire d'elle une femme qui est contre tous les clichés occidentaux, quoi, vous voyez, européennes. Donc, elle ne fait pas de cuisine, elle mange uniquement du Picard. Elle ne s'est pas mariée, elle n'a pas de mari, ni d'enfant, et elle a beaucoup d'amants. Donc, voilà, c'est une femme intellectuelle qui passe son temps entre les amants, le cinéma, et puis au lieu de lire de la littérature littéraire, elle lit des romans noirs, voilà, de l'Europe du Nord, vous voyez, des Scandinaves. Voilà. Donc c'est tout à fait le contraire. C'est juste pour m'amuser, vous voyez. J'aime beaucoup l'humour. Et puis lorsqu'on m'a dit pourquoi vous aimez tant l'humour, parce que je vais dire que parce que les communistes détestent l'humour. Je voulais vous entendre justement sur l'humour, l'une et l'autre, parce que c'est un des points communs que vous avez entre vous, c'est de traiter les choses avec humour. Vassilis Alexakis, qui était un écrivain grec, qui écrivait en grec et en français, une œuvre double, il s'auto-traduisait, disait « J'ai une langue pour rire, le français, j'ai une langue pour pleurer, le grec ». Est-ce que c'est une phrase que vous pourriez prendre pour vous, non, avec le vietnamien? Non, je ris beaucoup en vietnamien aussi, vous voyez. Et je dis à mes lecteurs que je ne veux pas
une sorte de mouchoir, Mhm. vous voyez, en lisant mes livres. Parce qu'en général, on écrit des histoires tristes, et puis il faut l'humour pour se compléter, pour le rendre moins triste. Pour faire rire, j'aime bien. Vous voyez. Parce qu'en effet, faire rire est beaucoup plus difficile que faire pleurer. Vous voyez, vous lisez Marc Lévy, vous... Lucie, la langue pour rire, la langue pour pleurer, ou finalement vous adoptez la position de Tuan, vous riez dans toutes les Oui, langues? oui. Je suis d'accord avec toi parce que. Et puis, mon père, c'est un clown. Mhm. Et puis, vivre dans l'apartheid, c'était pas drôle tous les jours. Donc, je crois que les gens, c'était pour pouvoir survivre. Ils tournaient tout en blague, on rigolait. Mon père, il imitait le prêtre catholique qui parlait du Shona, mais il parlait pas très bien. Et puis, on nous fait faire dire des choses qu'on dit jamais. Et lui, il ne savait pas. Donc, tout le monde rigolait et mon père nous faisait rire parce que les hommes qui allaient travailler n'avaient pas le droit d'avoir les enfants ou les épouses. Donc, ils vivaient dans des foyers, ils travaillaient dans des mines ou dans des usines. Et n'importe à quelle heure, à minuit, à 2 heures du matin, il y avait le contrôleur, il était blond. En général, c'était le con qui ne savait peut-être même pas lire ou écrire. C'était son boulot de venir contrôler pour voir si les hommes avaient des femmes d'aller à lit. Donc, de temps en temps, il y avait un monsieur, sa femme est venue en ville parce qu'elle est malade, mais il n'y a pas d'hôtel pour des Noirs. Donc, elle va dormir dans le même lit là. Donc, le mec qui arrive, donc il faut que ta femme parle avec le voix de l'homme. Donc, mon père nous racontait des histoires comme ça. Et nous, on était morts, mais morts de rire, quoi. Parce que c'était très, très drôle. C'était bien après que j'ai compris que ce n'était pas drôle du tout, quoi. Mais en grandissant, je crois qu'il fallait tourner cette tragédie en une blague, parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Sinon, on allait pleurer tous les jours. Donc, j'utilise beaucoup, même des fois, après que j'ai joué la scène, même après que j'ai acheté le fromage, je me dis, la personne qui regardait, c'était quand même drôle. La personne qui est là pour vendre du fromage, qui ne veut pas me vendre le fromage, parce que c'est son gagne-pain. Et moi, qui insiste qu'elle me vend le fromage, pourtant je pourrais aller ailleurs. Donc après, quand tu regardais ça, je dis que c'est drôle quand même, c'est con. Mais quelqu'un qui regarde, des fois, on rit parce que c'est tellement con. Vous dites aussi quand même que vous hésitez à raconter certaines histoires à vos amis blancs, parce que sinon vous allez devoir essuyer leurs larmes. J'ai essuyé les larmes, C'est très compliqué, c'est pour ça que je dis que tout ce qu'on fait, il faut qu'on fasse attention, parce qu'il n'y en a pas que moi qui est noir qui souffre. Parce que la personne, le blanc, raciste ou pas raciste, quand on voit le noir, notre histoire revient, l'esclavage, la colonisation et tous les racismes qu'on a. Donc il y a des fois, quelqu'un nous dit, ah, bonjour Lucie, moi, j'ai pas de problème avec vous. Et vous n'avez pas de problème. Donc, qu'est-ce qui c'est? Je le connais. Ah non, même si vous voulez venir chez moi, vraiment pas de problème. Vos enfants, pour jouer avec mes enfants. Merci madame, vous êtes très très gentille. Ah non, moi je suis comme ça. Et puis l'autre veut dire, ah, la gazelle, elle est chaude, hein? Et donc, chacun avec son racisme. Mais le fait qu'on me sauve ça, ça veut dire qu'on n'est pas très à l'aise ensemble. Donc, l'autre aussi, je vais la rassurer parce que moi, je ne suis pas du tout raciste.
Et l'autre va dire, oh là là, mon Africain, tu viens de où, toi? Tu es de quelle tribu, toi? Parce que moi, j'ai été au Sénégal 2 fois, je connais les Africains, hein, je connais les Africains. Oh oui. Et vous, vous êtes de quelle tribu, monsieur? Moi? Oui. Ah ça alors. Tu vois tout de suite, ce n'est pas du tout dans le script. Parce que le tribu, c'est chez des Noirs. Mais chez nous, bah non, on n'est pas des tribus. C'est comme les expats, mais dans l'autre sens. Exactement, exactement. Donc, le humour, c'est très, très important. Ça fait... bah, bon, moi, je dis, ça fait tourner le monde. Vous imaginez si on riait jamais? Tu as l'une des thématiques qui est aussi croisée dans vos 2 livres, dans vos livres d'une façon générale, et avec celui de Lucie, avec ceux de Lucie, c'est l'exil, le fait d'être loin du pays. Souvent, vos héroïnes, vos héros aussi, mais vos héroïnes, quand ils sont à Paris, ils ont la nostalgie du Vietnam, et quand ils sont au Vietnam, ils ont un peu la nostalgie de la France. Vous décrivez cet entre-deux. C'est vrai, dans le Pas au roseau, je parle de la nostalgie, mais c'est le contraire qu'on imagine souvent. Ça veut dire la jeune femme, lorsqu'elle retrouve, après 10 ans passés en France pour faire les études de lettres à la Sorbonne, elle a décidé d'abandonner sa thèse pour revenir au Vietnam, à Saigon. Et là, tous les jours, elle pense à Paris. Oui, c'est ça. Elle ne cesse pas à comparer Paris et Saigon, et elle regrette son temps à Paris avec la liberté parisienne. Et voilà. Donc, ça fait un peu triste pour mes lecteurs vietnamiens. Peut-être ils ne sont pas très contents, mais c'est la vérité, je pense. Oui. Vous êtes dans cette situation-là? Vous êtes dans cette... Ou c'est quelque Moi, chose c'est très différent. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, je pense que ça fait 34 ans que je suis en France, et jusqu'à maintenant, mon cauchemar, qui revient de temps en temps, c'est que je reviens au Vietnam et je dois rester là-bas. Je dois rester là-bas. Je suis retenue par la police. Et vous voyez, si vous lisez Kundera, il a écrit un de ses romans intitulé L'ignorance. Donc la narratrice se voit presque tous les nuits le même cauchemar, ça veut dire elle revient revoir la famille à Prague, après le printemps de Prague. Et elle a retenu fou. Lorsqu'elle monte dans l'avion pour revenir à Paris, son avion se tourne automatiquement vers Prague. Donc voilà, et elle se voit, mais devant la police, vous voyez, tchèque. Et c'est la même chose pour moi. Peut-être je pense que c'est pour la plupart des citoyens d'un pays communiste. Oui, c'est tellement ça. Donc, lorsque je dis que lorsque je raconte de la nostalgie de mon origine, lorsqu'elle revient vivre au Vietnam, je dis la vérité. Vous voyez, je ne veux pas caresser, vous voyez, l'amour propre des Vietnamiens. Non, c'est la vérité. Donc, Lucie, il y a une forme de nostalgie vis-à-vis du pays de l'enfance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a oui, au début, oui, mais au fur et à mesure, tu commences à comprendre qu'en fait, ce qu'on dit chez moi, c'est pas forcément géographique. C'est ce qui est autour de soi. Donc, au début, quand je rentrais chez moi, j'étais contente, j'étais chez moi, et puis c'était très difficile de revenir en France. Et parce que au Zimbabwe, j'avais jamais vécu dans un appartement.
Et l'hiver, c'était très long, un peu difficile. Et puis au début, je ne parlais même pas la langue, donc c'était très difficile. Et puis au bout de 10 ans, j'ai compris qu'en fait, le Zimbabwe que je cherchais quand je rentrais chez moi, c'était le Zimbabwe que j'avais quitté. Mais cette Zimbabwe-là est en train de disparaître. C'était des personnes qui étaient autour de moi. Et ces personnes-là, elles n'étaient plus là. Mais j'ai passé peut-être presque 10 ans à y aller dans les mêmes endroits. Et puis, pour finir par comprendre qu'en fait, ces endroits, ce n'est plus les mêmes endroits. Même si le bâtiment est là, personne ne te connaît plus. Et puis après, j'ai compris aussi que moi, je suis la génération qui a vécu l'apartheid. Mais les enfants de mes frangins, ils sont nés juste au moment ou juste avant la fin de l'apartheid. Ils n'ont jamais connu l'apartheid. On voit du tout des choses pareilles. On ne voit pas du tout des choses pareilles. Donc, de toute façon, quand je parle, tout le monde s'arrête, on me regarde. Et puis après, on fait ouais, un, deux, trois. Et puis, ça continue. Ou même le langage change un petit peu. Donc, en fait, c'est bizarre parce que quand je suis en Australie, chez moi, c'est la France. Quand je suis en France, chez moi, c'est le Zimbabwe. Et puis, quand je rentre de l'Australie, je viens à Paris. Avant que j'arrive à Nancy, je ne suis pas encore vraiment en France. Donc, il faut que, bien que là, j'habite à Paris, mais j'ai besoin d'aller à Nancy, voir la place Stanislas. Et là, je suis rentrée chez moi, je suis en France. Donc, des fois, quand on me dit, tu viens de où? Ça dépend où je suis et des fois, ça dépend qui pose la question et pourquoi, pour que je réponds. Et des fois, vous venez de où? Est-ce que je vais dire à Paris? Est-ce que je vais dire à Nancy? Est-ce que je vais dire à Harare? Ou est-ce que je vais dire... C'est vraiment... Et puis, depuis la mort de ma mère, j'ai compris qu'en fait, j'allais au Zimbabwe voir ma maman. Et elle n'est plus là. Il faut que je recrée un autre Zimbabwe sans ma maman. Et je n'arrive pas pour une raison ou une autre parce que ce n'est plus pareil. Donc, plus en plus chez moi, c'est en France. En même temps, j'ai aussi l'impression que la France ne me voit pas comme une Française. Et ce qui est bizarre, c'est que des fois, quand je suis à Sydney, je suis plus française que quand je suis à Paris. Et parce que je rentre, tu rentres chez toi à Paris. Et j'arrive à Paris. Vous venez de où, vous? Je suis chez moi. Donc, en même temps, j'aime bien cette espèce de... J'appartiens nulle part et partout en même temps. Dans votre livre, vous posez aussi la question du chez-moi. Oui, Paï, Saigon, Hanoï. Ouais. Et votre réponse, elle ressemble à celle de Lucie ou... Je pense que c'est plus quel auteur qui a dit ça, mais de toute façon, il a dit la nationalité d'un écrivain, c'est son écriture. Amen. Alors, parlons de l'écrivain pour terminer justement la construction de vos livres, en particulier de ce dernier livre. Vous aviez l'intégralité de l'histoire dans votre tête lorsque vous avez commencé. Le livre s'est élaboré au fur et à mesure. Vous avez ajouté des personnages. Vous aviez la narratrice et le prisonnier au départ, j'imagine. Ça, c'est le point de départ. Comment ça s'est créé, ce livre ? Il y a 10 ans, j'ai lu vous voyez, le thème, la guerre du Vietnam. Si vous connaissez un peu l'histoire du Vietnam, vous verrez que c'est un pays perpétuellement en guerre. Vous voyez, pendant le XXe siècle, on a vécu 5 guerres. La guerre avec la Chine depuis 1000 ans, la guerre avec
la France, la guerre avec le Japon pendant la Deuxième Guerre mondiale, la guerre avec les États-Unis, et puis la guerre avec le Cambodge, vous voyez, pendant le génocide. Donc, le thème, la guerre est devenue un thème principal dans la littérature vietnamienne. Vous voyez, dès qu'on écrivain, il faut qu'on écrive sur la guerre. Vous voyez, ça devient un défi, quoi. Donc, moi, je n'ai jamais participé à une guerre. Donc, c'est difficile pour moi de raconter la guerre en tant qu'un soldat, etc. Donc, finalement, j'ai fait beaucoup de recherches. Il y a 10 ans ou 15 ans, je ne sais plus, je suis tombée sur un mémoire d'un homme qui était premier, je pense qu'il est le premier espion à être envoyé par le gouvernement du Sud-Vietnam vers Hanoï. Vous comprenez? Et parce que le pays a été divisé en deux et chacun, le Sud et le Nord étaient contre. C'est comme le Sud et le Nord de la Corée, quoi. Voilà. Donc, ce jeune homme, c'était le premier espion à être envoyé par le Sud-Vietnam vers Hanoï. Et au bout de 10 jours, il a été arrêté par la police de Hanoï. Et j'étais dans la prison, dans la prison centrale de Hanoï. Et dans son mémoire, après, il a passé 30 ans entre toutes les prisons du Nord-Vietnam, même après que la guerre a fini. Donc, il restait encore 5 ans et dès qu'il est sorti de la prison, il est monté dans un bateau et il a traversé l'océan, il a mis les pieds aux États-Unis, voilà, et il s'est mis à écrire son mémoire. Et j'ai saisi tout de suite, j'étais choisie tout de suite par un détail qui est pour moi est très très important. Il a raconté sa première nuit dans la prison. Il me dit, j'ai entendu des pleurniches, mais bizarres. C'est pas il a compris que ce sont pas des pleurs des Vietnamiens, mais c'est plutôt d'un étranger. Et c'est bizarre, quoi. Le son est bizarre. Et le lendemain, il essaie de parler avec quelques gardiens de prison. Et finalement, il a compris que c'est un officier américain, un prisonnier américain qui a pleuré. Voilà. Et pourtant, il me dit, dans son mémoire, il me dit, pourtant, les Américains ont bénéficié des conditions beaucoup plus avantageuses que le reste des prisonniers. Il a de quoi manger, il a quand même... et nous, on souffre de faim et on est très maltraités, tandis que non, parce que la politique du parti communiste d'Hanoï, c'est qu'il faut se montrer au monde entier la générosité. Bien sûr que c'est fausse, mais voilà, il voulait montrer pour gagner la sympathie de tout le monde. Et l'espion du Sud-Vietnam, il a écrit une phrase qui m'a complètement frappée. Il me dit, là, j'ai compris que le Sud-Vietnam, nous, on a mal choisi l'alliance. Et on va perdre cette guerre. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il il continue à critiquer le Nord-Vietnam. Il n'a rien à voir avec le communiste vietnamien d'Hanoï, mais il n'aime pas non plus les Américains.
C'est pour ça, lorsqu'il a écrit son mémoire, c'est un succès fou dans la communauté vietnamienne à l'étranger. Et je crois qu'il y a un éditeur américain qui voulait traduire et publier aux États-Unis à la condition que certaines pages soient censurées. Et il me dit non, exactement comme un véritable écrivain. Et je l'admire. Et lorsque j'écris ce roman, c'est un petit personnage ici, mais vraiment, c'est grâce à lui que j'écris ce roman. Et j'ai raconté, vous voyez, qu'il y a un moment, lorsque la médecin d'Hanoï et le jeune homme américain, l'officier américain, qui sont déjà, vous voyez, tombés amoureux l'un de l'autre, un jour, elle a entendu une voix, vous voyez, de la cellule, de la cellule voisine pour dire que vous ne perdez pas de temps avec ce lâche américain. Voilà. Lucie, un dernier mot sur vos... Tu viens de parler de son amour de la littérature russe, de Tolstoï et des autres. Vous, vos goûts littéraires vous ont tourné, alors vous parliez de Bernard Pivot à la télévision française, mais vos goûts littéraires, vous aimiez les auteurs anglo-saxons, vos compatriotes écrivains, par exemple, du Zimbabwe, vous les suivez plus que d'autres, vous vous intéressez aux auteurs français, aux auteurs australiens. Quels sont vos goûts littéraires ? Je crois que si j'ai un livre, on me met des livres sur la table, je prendrai le livre qui vient d'un endroit que je n'ai jamais entendu parler. Parce que je ne sais pas si parce qu'on a vécu pendant l'apartheid, qu'il y avait beaucoup de livres qu'on n'avait pas le droit de lire, et qui fait que nous, des livres qui étaient bannis, c'était ça qu'on cherchait, parce que quand je vais dans des écoles, je blague, mais ce n'est pas vraiment une blague, que les jeunes d'aujourd'hui, vous passez des joints. Et nous, on se passait des livres. Et comme on était pauvres, on n'achetait pas des livres à soi. Donc, tu attendais un copain qui lit un livre, après, tu attends qu'il finisse. Et j'ai lu beaucoup de livres aujourd'hui que je ne sais pas qui les avait écrits, parce que il y avait plus de 5 ou 10, des fois 20 premières pages. Il n'y en avait plus la fin non plus. Mais ce qui n'empêche, c'est qu'on lisait. J'ai lu tout qui se passe, que je voyais. Même la propagande du gouvernement. Parce qu'il n'y en avait pas de livres. En même temps, c'est grâce à ces livres que je crois que je suis qui je suis. Le fait qu'il y avait quand même, je vivais dans un village où on disait, les filles doivent se marier assez tôt, et donc il fallait savoir faire à manger, laver les fringues, et puis repasser, des choses comme ça. On ne passe pas de temps à lire. Et puis il ne fallait pas jouer avec des garçons. Donc il y avait... Tu ne vas jamais te marier toi, parce que tu ne vas jamais te marier toi. Donc moi, mon plaisir, c'était de lire. Donc quand on disait, il ne faut pas jouer avec des garçons, moi j'ai passé toute la journée avec Tom Sawyer à Huckleberry Finn, j'étais aux États-Unis, et la semaine d'après, j'étais en Russie. Je ne comprenais pas tout ce que je lisais. Mais je lisais, il y a des passages que j'ai aujourd'hui que je ne sais pas qu'est-ce que c'était le livre. Mais ça m'a fait voyager. Donc, si j'ai un mauvais, même si le livre est mauvais, même c'est pareil au cinéma, je regarde un mauvais film qui vient de la Corée au lieu d'un mauvais film qui vient de la France ou des États-Unis. Mais en même temps, il y a des écrivains du Zimbabwe, il y avait Dambuzo Marachera qui était, je ne sais pas, un ovni littéraire, poète que j'ai vu 3 fois.
Et il y a beaucoup, en ce moment, pour nous, c'est des femmes. Il y a beaucoup d'écrivains au Zimbabwe, Bulawayo, Novielet Bulawayo, il y a Tsitsi Dangarembwa qui est une grande écrivain. Donc, mais quand j'étais petite, il n'y avait pas de livres écrits par des Noirs, sauf des Noirs aujourd'hui, je me demande si c'était eux qui avaient écrit ou on les avait écrits, on avait mis les noms dedans parce qu'il fallait avoir des livres écrits par des Noirs à l'école primaire. Mais c'était des livres qui disaient quand même, les Noirs, ils sont quand même cons, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on soit un peu plus civilisé. Et civilisé, ça veut dire il faut qu'on soit comme des Blancs. Donc, mais j'ai lu des classiques Dickens, on a lu Jane Austen et on a lu aussi des livres de français, Maupassant, mais je ne savais pas que c'était français. Parce que nous, quand on allait à l'école, on lisait des livres qui étaient écrits par des gens, des Européens qui étaient morts. Et pour moi, c'était tous des Anglais. La première personne que j'ai lue qui n'était pas morte, c'est Doris Lessing, mais je n'avais pas le droit de le lire non plus. Donc, je lis The Grass is Singing, je ne connais pas le nom en français, et je n'ai pas compris du tout pourquoi c'était banni. Mais je n'avais pas trop compris parce que c'est une dame blanche qui est tuée par son boy. Et je n'avais pas compris l'histoire d'amour que madame trouvait le boy assez... Et quand monsieur n'était pas là, parce que c'était je crois qu'elle vivait dans une ferme isolée, des choses comme ça. Donc, Doris Lessing, elle était anti-apartheid, c'est pour ça qu'elle était bannie, on n'avait pas le droit de lire. Donc, j'ai lu ça, et ça m'a bouleversée parce que c'était la première fois. Le printemps était au mois d'octobre. Parce que pour moi, tout ce que j'ai lu, le printemps était au mois d'avril. Et puis, chez moi, c'était pas du tout. Mais ça ne me dérangeait pas plus que ça, parce que le monde était comme ça. Il y avait du vent, il y avait la pluie, les blancs étaient supérieurs et tout ça. Et le printemps, c'est au mois d'avril, dans des livres. Mais chez moi, c'était pas. Donc, il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas, mais j'ai lu tout ce que je pourrais. Tuan, vous êtes aussi traductrice. Vous avez traduit Modiano, vous avez traduit Sartre et vous avez traduit Houellebecq. Comment vous faites le choix de vos auteurs à traduire? C'est des commandes? C'est vous qui avez choisi? Non, c'est moi qui choisis. Ouais. Vous allez traduire en vietnamien, je précise. Je traduis en vietnamien, je traduis Sartre, le roman Les mots de Sartre, que j'aime beaucoup, que je l'ai lu lorsque j'étais petite. Et je traduis 3 romans de Michel Houellebecq, qui a beaucoup de succès au Vietnam. Et son premier roman, je traduis aussi, intitulé L'extension du domaine de la lutte. Et qui était au début pris pour les lecteurs vietnamiens un document du Parti communiste. Ouais, L'extension du domaine de la lutte, vous voyez. On en a marre de la lutte, du combat, tout ça. Et voilà. Donc, comment traduit-on Houellebecq? Vous disiez tout à l'heure que vous n'arriviez pas à vous traduire vous-même, mais vous arrivez à traduire Houellebecq en vietnamien? Je pense que traduire soi-même, vous voyez, traduire, c'est un travail très difficile parce qu'on est obligé, voyez, lorsqu'on fait la traduction, on est obligé d'être fidèle au texte original. Et tandis que lorsqu'on traduit soi-même, on se donne beaucoup de liberté. Vous voyez, on me dit, oh non, c'est pas assez joli. Lorsqu'il écrit en français, donc je modifie un peu, vous voyez, etc. Donc, pour moi, c'est. J'essaie de traduire de temps en temps moi-même, mais finalement, je me suis dit, c'est mieux d'écrire directement plutôt que se traduire. Vous lisez vos compatriotes, si je puis me permettre ce mot, celles qui sont en France, celles qui sont au Vietnam, vous lisez les auteurs vietnamiens
Pas Avant, plus que oui, ça, avant ou- de temps en temps, oui, malgré tout, il y a de bons auteurs vietnamiens, mais le problème est qu'ils ne sont pas assez, je pense, c'est mon point de vue, ils ne sont pas assez productifs. Vous voyez, parce que imaginez-vous, c'est un pays avec 100 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a 100 millions de Vietnamiens, mais on vit comme si on était dans un village de 100 millions d'habitants. Vous voyez, il suffit d'écrire un petit joli roman. On devient tout de suite très célèbre. Voilà, tout le monde, on est connu par tout le monde, quoi. Donc la célébrité est très facile et j'aime pas ça. Vous voyez, non, je me suis dit, il faut que c'est quand même, c'est sympa, mais c'est pas bien. Vous voyez, j'aime bien tout ce qui est exigeant. Voilà. Bien sûr, lorsque je suis tout à fait consciente, lorsque j'écris en français, la concurrence est très. Il y a beaucoup de concurrence, mais ça m'excite. Et voilà. Il y a de la Pourquoi concurrence, pas? il y a de la concurrence, mais il y a des complices aussi maintenant. Vous êtes. C'est ça, il y a des complices, il y a des toutes concurrences, il y les a des deux. complices. Mais j'apprends beaucoup en traduisant. Vous voyez, j'ai vraiment, parce que lorsque vous lisez un livre, vous, vous laissez c'est pas quoi, attraper par l'histoire, vous voyez, par les personnages, par l'histoire, et puis. Mais lorsque vous traduisez, même une virgule est importante. Voilà. Donc il faut lire, il faut vraiment être dans le cerveau de l'auteur, et j'adore ça. Vous voyez, j'apprends beaucoup de choses. Par exemple, je dis, tiens, Modiano, vous voyez, c'est délicat, sa phrase, son français est magnifique. Vous voyez, Sartre est trop intelligent, l'amertume, l'ironie, tout ça, c'est important. Parce que Sartre, il dit, sans ironie, pas d'écriture. Voilà. Donc, j'apprends beaucoup ça et j'aime beaucoup Duras, c'est mon idole. J'aime aussi Marcel Proust. D'ailleurs, je viens de finir un roman, c'est après ça, un roman avec quoi je rends hommage à Marcel Proust. Voilà. Donc, voilà. Donc, oui, mais je rêve un jour, lorsque j'ai un peu plus de temps, je vais traduire Marcel Proust en vietnamien, parce qu'il y a beaucoup de traductions de Marcel Proust. Les Vietnamiens adorent la traduction. Mais par exemple, pour L'amant de Duras, on a 4 versions. 4 versions vietnamiennes, 4 traductions vietnamiennes. Même la communauté vietnamienne aux États-Unis, qui a aussi sa version vietnamienne. Voilà, parce que là-bas, il y a beaucoup de Vietnamiens francophones qui sont partis, qui sont fuis le régime communiste et qui sont partis aux États-Unis. Mais là-bas, ils continuent à parler entre eux, parfois en français, et ils sont des excellents traducteurs. Et voilà, donc pourquoi je dis je rêve à traduire un jour Marcel Proust en vietnamien, parce que tout ce qui est beau dans l'écriture de Marcel Proust n'existe pas en vietnamien. Comme je dis tout à l'heure, il n'y a pas de conjugaison en vietnamien, il n'y a pas de pronom relatif en vietnamien. La phrase de Proust est complexe, est longue, grâce à des pronoms relatifs. Qui, que, à quel, avec quoi, etc. Mais tout ça, il n'y a pas en vietnamien. En vietnamien, il n'y a que des petites phrases. Vous voyez, il y a des phrases simples. Si on fait des phrases longues, elle est longue,
mais elle n'est pas complexe. Des courtes phrases mises voilà, à côté l'une de l'autre, mais on ne peut pas dire que c'est une phrase complexe. Donc, pour traduire Proust en vietnamien, soit on conserve la longueur de sa phrase, tout en sacrifiant le sens. Mais Bon le courage. contraire, voyez. Bon courage. À la recherche du temps perdu. Voilà. Vous trouverez peut-être le temps perdu. Oui. Merci beaucoup à toutes les deux de cet échange. Merci à vous qui êtes dans la salle. Merci à tous les gens qui nous ont suivis. Je voudrais préciser bien sûr qu'il y a une table de dédicaces avec la librairie. Si certains souhaitent acquérir et lire vos livres, c'est le moment. Merci à toutes les deux. Bonne fin de journée à tous et bonne lecture. Et merci à vous, Bernard. Merci à vous. Merci tous. Bernard. beaucoup. Merci à vous tous.